Sylvain Maillard est dans ce studio. Bonsoir Sylvain Maillard, merci d'être là. Vous allez bien? Je vais bien et je suis très heureuse que vous soyez dans ce studio. On a tellement de sujets à aborder ensemble. D'abord, je vais quand même commencer par cette guerre commerciale qui fait trembler tout le monde. C'est vrai qu'on a une économie qui ne va pas bien et la guerre que vient de déclencher Donald Trump ne va pas arranger les choses. Il y a une grosse inquiétude au niveau des industriels. On va en parler. Emmanuel Macron a réuni en urgence hier les différentes filières industrielles qui pourraient être impactées par ces annonces. On voit que la bourse de Paris dégringole. Est-ce que selon vous, il y a un moyen d'enrayer ça? Est-ce qu'on doit partir à la guerre contre Donald Trump ou est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de négocier, d'essayer d'arrondir les angles? Parce que là, on file droit dans le mur. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a. Il faut une réponse extrêmement forte de l'Europe. C'est un bras de fer. Donald Trump menace, moi je crois profondément, la croissance mondiale et il faut un bras de fer pour qu'il comprenne très vite qu'il est en train de s'enferrer dans un système perdant-perdant pour tout le monde. Donc il faut une réponse... Mais il n'en demandera pas, il l'a dit lui-même. Il dit jamais je reviens sur ma décision. Quand vous êtes dans un bras de fer, vous ne regardez pas forcément l'autre en ayant peur. Vous dites, voilà, nous sommes le premier marché mondial, il faut en être conscient. Les États-Unis ont besoin du marché européen et donc nous allons faire en sorte de répliquer avec des droits de douane, ce qui est la réponse la plus bête, mais on n'a pas le choix, pour faire comprendre à Donald Trump et puis ses alliés et puis l'économie américaine que nous les affaiblirons autant qu'ils nous affaiblissent. Mais vous pensez que ça va vraiment les impacter ? Si nous, on rétorque par des droits de douane supplémentaires, est-ce qu'ils ne sont pas tournés vers un autre marché ? Je ne sais pas quelles conséquences. Est-ce que vraiment ça pourrait leur tordre le bras ? Bien sûr que c'est extrêmement dur et toutes les industries qui seront impactées, je pense beaucoup au numérique par exemple, qui a besoin du marché européen pour se développer, va être impacté. Donc ce que nous devons faire au niveau de l'Europe, c'est bien choisir les cibles et les domaines dans lesquels nous allons taxer. Ça ne sert à rien de taxer de façon très large et qui pourrait plutôt être négatif pour nous. Par contre, il y a tous les secteurs dans lesquels nous sommes en concurrence avec les Américains sur le marché européen. Là, il faut taxer. Bon, parle-t-on d'une même voix au niveau européen ? Oui, très clairement. Moi, j'étais la semaine dernière en Chine avec Jean-Noël Barrot. On avait sur des négociations aussi tarifaires sur le cognac et l'armagnac. On a obtenu des vraies avancées. On était avec aussi le commissaire européen Šefčovič qui est en charge du commerce. Et on a pu avoir une discussion très claire sur la politique à suivre par rapport à la Chine, mais surtout par rapport aux États-Unis. Ce qui est très difficile dans les négociations, c'est que entre la discussion que peut avoir le commissaire ou ses équipes avec les représentants de Donald Trump et les annonces faites 2 heures plus tard, il peut y avoir une vraie dissonance. Donc on a en face de nous je crois, une administration qui est un peu perdue par rapport aux propos de Donald Trump. Bon, tout le monde est perdu par rapport à ces propos, effectivement. Est-ce qu'on a une action très bien ? On parle de même voix au niveau européen. Mais va-t-on et peut-on réagir rapidement ? Parce qu'il y a urgence à réagir. Oui, ce qu'on a demandé, c'est un tout petit peu de temps pour être sûr de la liste des produits et des services que nous voulons taxer. Nous, ce que nous avons dit et ce à quoi s'est engagée la Commission européenne, c'est d'avoir une réponse avant la fin avril, de façon assez ferme, mais assez fine. Tout ce qui serait d'une annonce précipitée, comme l'a fait Donald Trump, on s'aperçoit que parfois c'est grotesque, parfois ça rate la cible et surtout ça va impacter son économie. Nous, ce que nous voulons, c'est prendre quelques jours pour bien être sûr que nous ne dégradons le moins possible l'économie européenne et que nous faisons le plus mal possible à l'économie américaine. C'est un bras de fer. Je vous le dis encore une fois, c'est pas nous qui l'avons voulu, mais on va défendre nos emplois, on va défendre notre économie. Non, mais il y a urgence. Si on prend la filière du vin et des spiritueux, plus de 100%, mais c'est la mort du secteur. Le luxe. Le luxe, évidemment, Jules Torres. C'est la mort. Mais en plus, pardon. Le luxe. Moi, je m'y connais mieux en vin qu'en luxe. Pardon, Jules Torres. En vin qu'en luxe. Non, mais c'est une catastrophe. Blague à part, évidemment, il y a des secteurs entiers. Vous savez, on expliquait que lorsque Donald Trump était en campagne, il regardait les voitures qui passaient dans Times Square, New York, et il regardait le nombre de voitures allemandes et ça l'obsédait. C'était quelque chose qui était chez lui quelque chose d'invraisemblable, tellement il se disait que cette balance commerciale et que la désindustrialisation des États-Unis était un drame. Donc je suis d'accord avec ce que dit Sylvain Maillard. Il faut évidemment riposter, mais ne croyez-vous pas aussi qu'il y a un enjeu et que c'est aussi une alerte qui nous dit finalement, vous Européens, organisez-vous aussi pour réindustrialiser le vieux continent et pour pouvoir avoir aussi des secteurs stratégiques en France, en Europe, en Allemagne.
Oui, très clairement, c'est transformer la contrainte en opportunité, la fameuse phrase de Bergson. Il faut faire en sorte d'être beaucoup plus souverain. Le monde du 21e siècle doit être un monde d'industrie plus souveraine, des territoires plus souverains. C'est ce que fait largement la Chine depuis bon nombre d'années. C'est ce que veut faire Donald Trump. C'est ce que nous voulons faire et ce que nous devons faire, accélérer. Nous avons la chance d'avoir le premier marché mondial. On l'oublie parce qu'on a l'impression d'être toujours plus faible ou moins bien que les autres. En réalité, on a le premier marché mondial. Il nous faut probablement être le plus protecteur que ce que nous avons fait et notre philosophie qui a été plutôt de la liberté du marché. C'est un changement d'air, mais évidemment, ça aura des impacts, je le dis, pour beaucoup de Français, mais en réalité pour tous les Français à ce rythme-là, parce que très vite, on va avoir évidemment un risque inflationniste et surtout, on va avoir une remontée des taux d'intérêt. On peut pas le faire. Non, mais Sylvain Maillard, les Français n'en peuvent plus. Ça touche tout le monde et tous les investissements. Ah, mais les taux d'intérêt, puis si l'inflation, les prix à la consommation repartent à la hausse, pardon, mais c'est une catastrophe. Parce qu'ils n'ont pas baissé. Depuis la dernière inflation, ça s'est stabilisé, ça repart. Enfin, les Français vraiment ont besoin de réponses. Et vous êtes sur ce dossier. Sylvain Maillard, député de Paris Ensemble pour la République, vous restez avec nous, s'il vous plaît, parce qu'on a beaucoup de sujets encore à aborder avec vous. C'est tout de suite sur Europe 1. Je voudrais qu'on revienne sur ce professeur d'université qui a été obligé d'interrompre son cours à cause de ces militants pro-palestiniens qui sont entrés à Lyon 2 dans son cours. À tout de suite sur Europe 1, 19h26. Sylvain Maillard, député de Paris Ensemble pour la République, est avec nous dans ce studio. Sylvain Maillard, je voudrais juste vous entendre peut-être avoir votre regard sur cette scène qu'a décrite Maël Hassani. On en parlait aussi dans le journal de 19h. Ce professeur d'université contraint de quitter son cours parce que pris à partie par des militants pro-palestiniens qui rentrent dans l'amphithéâtre, le traitent de sioniste, tout simplement parce que publiquement il a dit écoutez, vous savez quoi, la fin du Ramadan, on fait pas la fête dans la fac. Moi, ça n'a pas lieu d'être. Je vous la fais simple, mais c'est ça l'histoire. Sylvain Maillard, est-ce que vous comprenez, ça vous inspire quoi d'abord cette scène? Je rappelle qu'en France, l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. C'est 1 an d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende. Donc j'espère que l'université Lyon 2 portera plainte et que ces 15 individus zozos qui sont venus pour certains d'entre eux cagoulés seront poursuivis devant les tribunaux et seront lourdement sanctionnés. Je le rappelle, être étudiant, ce n'est pas être avec un permis ou une immunité. Vous êtes étudiant, c'est-à-dire que vous êtes un citoyen français, vous êtes passible d'être poursuivi devant tous les tribunaux français et sanctionnable. Donc, qu'il porte plainte et que ce genre d'intrusion qui dévalorise évidemment l'université, qui est odieux, soit lourdement sanctionné. Mais voilà, mais on en parlait effectivement, pour dire aux auditeurs d'Europe 1, on évoquait le cas de Sciences Po aussi, qui a eu des scènes, des scènes similaires. Le problème, c'est que ce sont les autres étudiants qui ne disent rien, qui payent les pots cassés de ces situations. Sylvain Maillard, c'est quand même insupportable. C'est une petite quinzaine d'étudiants d'extrême gauche qui, en effet, sont des fauteurs de troubles, qui défendent soi-disant la liberté, mais qui sont eux les véritables censeurs, qui refusent le débat. Ce monsieur, il n'a rien fait d'autre que de demander l'application stricte de la loi à des associations d'extrême gauche étudiantes, et pour cela, il n'est pas vraiment soutenu par l'entièreté ni de la classe politique, ni par l'université. L'université doit porter plainte contre les 15 auteurs de ces attaques. Sylvain Maillard, des sanctions sévères contre ces individus? Non, mais je le redis très clairement. Parce qu'il va porter plainte, je l'ai dit au président, là, il y a 1 an, lors d'une audition, je le dis au président d'université, je dis, l'université, c'est pas un monde à part de la société française. Pas une question de sanctions. On porte plainte et c'est directement devant les tribunaux. Je le redis, j'ai fait moi-même, j'ai l'honneur d'avoir fait voter en 2019 une résolution qui fait en sorte que l'antisionisme et l'antisémitisme sont la même chose et sont punissables d'1 an d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende. Je pousse ce professeur, s'il ne l'a pas déjà fait, je pousse cette université Lyon 2, si elle ne l'a pas fait, de déposer plainte, de faire en sorte que les étudiants, il n'y a pas de sorte d'immunité à faire n'importe quoi et surtout de faire un délit. Mais Sylvain Maillard, ce qui est dingue, c'est qu'on ne sait pas effectivement, parce que sionisme, c'est gratuit. Enfin, je veux dire, ils arrivent dans. Qu'est-ce que le sionisme vient faire là-dedans? Oui, alors ça me dépasse. Pascal de la Tour du Pin, quand on dit sale sioniste, moi j'avais vu avec Alain Finkielkraut, quand on dit sale sioniste, en fait, c'est que tout le monde doit comprendre sale juif. Et c'est pour ça que nous avons changé la définition de l'antisémitisme et fait en sorte que quand on dit sale sioniste,
tous les tribunaux de France savent très bien que vous dites sale juif. Et quand vous dites sale juif, c'est 1 an d'emprisonnement, jusqu'à 1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. C'est interdit, c'est un délit en France. Mais c'est un délit en France et c'est bien de le rappeler. C'est un stratagème de certains, effectivement, à l'extrême gauche, de dire sale sioniste pour ne pas dire effectivement sale juif. Je suis d'accord avec vous. Mais on peut aussi imaginer qu'il y a une sanction pour ces élèves, non seulement vous l'avez parlé aux yeux de la loi, mais Thomas aussi Lacroix de la part de l'université. On va jamais les retrouver, ils étaient masqués. Ils sont masqués. Dans la plupart des cas, ils ont des cagots identifiés. C'est lâche. Généralement, on sait identifier les étudiants d'extrême gauche qui crient ce genre de slogan. À Sciences Po, quand vous parlez avec des chefs d'établissement ou des professeurs, ils savent en général qui sont ces fauteurs de troubles. Mais parfois, ils ont peur aussi, les dirigeants, parce qu'il y a le pas de vague. Ils ont peur, les patrons d'université, de sanctionner certains de ces étudiants parce que, au nom de la liberté d'expression, il va y avoir une campagne de victimisation, qu'il va y avoir des manifestations contre ces présidents d'université, que c'est difficile. Certains de ces élèves sont soutenus par les enseignants-chercheurs, certains d'entre eux. Donc, il y a quand même un écosystème à l'université qui a été mis en place pendant des années parce qu'on a laissé faire, où il y a ces messages-là qui ont quand même table ouverte. Non, mais c'est vrai. Il a raison, Paul Melun. Il a raison, Paul Melun. Les universités sont vérolées par des petits groupes qui viennent semer le trouble. Ne mettons pas toutes les universités dans le même sac. Ne mettons pas tous les groupes. Ne mettons pas tous les présidents d'universités qui font leur travail. Il y en a qui travaillent très bien, qui font en sorte de tenir, et puis il y en a où c'est beaucoup plus difficile. Bien sûr, ils en sont pas responsables. Il faut être vraiment à côté d'eux et des directions d'université quand c'est très difficile. Il faut être de leur côté et leur dire évidemment qu'ils seront protégés, mais surtout que l'université c'est un lieu d'apprentissage, c'est pas un lieu où on fait délit après délit. Non, bien sûr, Sylvain Maillard. Mais bon, c'est bien de le rappeler. Jules Torres, ça va ? Ça va très bien, et vous? Non, je vous dis pourquoi. Il est en train de pianoter sur son téléphone. Faites un petit jeu. Ça me fait penser à ma prof de français quand j'étais au collège. C'est loin d'étudiants sur le portable. Vous le voyez, Sylvain Maillard. Veuillez nous excuser. On va parler politique. Je vous réveille. Gérer le service web du JDD. C'est ça, bien sûr. C'est cumulable. Sylvain Maillard, on va parler politique. On va avoir un dimanche assez chargé, puisqu'il va y avoir. Alors. Le meeting de Gabriel Attal est quand même un peu plombé, disons les choses, c'est-à-dire par le rassemblement du RN. Mais non, mais parce qu'il y a plusieurs choses qui vont se passer en même temps. Oui, il y a plusieurs choses. Il y a le Rassemblement national. Il y a des rassemblements négatifs contre la justice, d'extrême gauche, d'autres d'extrême droite, contre les autres. Et puis nous, on va parler de démocratie, on va parler de république, on va parler d'avenir et vous avec attendez du monde. Oui, beaucoup. Je crois qu'on a un peu plus des derniers chiffres. Je sais pas les derniers, mais on est un peu plus de 6000 personnes inscrites. Et pour nous, notre objectif, on aura entre autres l'ancienne présidente de la Géorgie, des députés ukrainiens, et on va être là pour parler de la République, de la démocratie, de quelles sont nos valeurs et de se tourner vers l'avenir. Donc nous, c'est une réunion positive. Et j'invite tous ceux qui écoutent Europe 1 aujourd'hui, et s'ils le veulent, de venir participer dimanche toute la journée à la Cité du Cinéma. Bon, voilà. Soyez les bienvenus. Oui, mais c'est vrai que ça tombe mal, parce que non, mais la vérité, Sylvain Maillard, vous la connaissez. Mettre des prises de parole un petit peu plus tôt dans la journée, alors qu'elles étaient prévues en amont. Oui, c'est ça, il a fallu un petit peu adapter le programme. Le pauvre Gabriel Attal, il n'y peut rien. Mais non, il n'y peut rien, bien sûr qu'il n'y peut rien. C'est pas lui qui a décidé de condamner à une éligibilité Marine Le Pen. Mais vous en pensez quoi d'ailleurs de cette condamnation, Sylvain Maillard ? Je suis venu déjà à ce micro pour en parler largement. Oui, mais ce n'était pas chez moi, c'est dommage. C'est dommage. Merci. Écoutez, il y aura un jugement en appel d'ici un an, et elle a fait appel, et donc elle est présumée innocente. Voilà. Et puis si on doit avoir discussion sur l'exécution provisoire de l'inéligibilité, pour le moment, depuis 8 ans que Marine Le Pen ou Rassemblement national est à l'Assemblée nationale, je les ai jamais entendus porter un texte ou en parler. Donc voilà, je crois que Éric Ciotti veut en parler. Nous en parlerons. Nous, ce que nous disons très clairement, c'est que la justice doit être respectée. La justice est le cœur du pacte républicain dans lequel nous sommes, et que nous devons protéger. Il y a trois juges qui ont jugé en fonction de ce que... Moi, je suis un des 577 députés, ce qu'est la loi. Moi, je suis un député, c'est-à-dire que je suis dans la loi, comme Marine Le Pen. La loi, oui et non. On doit suivre la loi, elle est applicable à n'importe lequel d'entre nous autour de la table ou qui écoute à l'heure actuelle Europe 1. Par contre, nous, on a une chance supplémentaire, c'est que nous sommes les députés, c'est qu'on a le droit de changer la loi parce que nous avons été élus par nos concitoyens. Mais voilà, si la loi ne va pas, on change la loi. C'est ainsi que ça se passe. Par contre, on ne peut pas contester une décision de justice qui a été prise sur la loi que nous avons nous-mêmes votée. Que les députés du RN n'avaient pas voté à l'époque. Mais qui à l'époque... En 8 ans, on n'a pas changé de loi, ils n'ont pas proposé un débat. Au contraire, vous savez ce qu'ils ont proposé toujours, c'est
une fois qu'il y a une peine, une sanction sur du détournement, exactement, les 4 millions. Détournement, c'est inéligibilité à vie. C'est ça que proposait le Rassemblement national. Mais le sujet, vous le savez bien, monsieur Maillard, c'est l'exécution provisoire. Et en l'occurrence, la juge n'a pas fait qu'appliquer la loi. Elle s'est servie de la loi avec des justifications qui, honnêtement, sont contestables. Le risque de récidive. Bon, Marine Le Pen n'est plus députée européen. Ça va être compliqué de frauder, de détourner l'argent européen. Le risque de trouble à l'ordre public. Je vois pas en quoi le fait que Marine Le Pen n'ait pas l'exécution provisoire provoquerait un trouble à l'ordre public. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a 4 millions sans détournement d'argent public. Et là, on a l'impression que tout le monde s'en fout. Là, quand on écoute, finalement... Voilà, cet argent, c'est vrai que payer des majordomes, payer des chauffeurs, payer des amis, c'est pas grave. Et qu'au fond, ce qui est très très grave, c'est ça. Vous savez quoi ? Elle a la chance, comme n'importe lequel d'entre nous, elle a été jugée et elle a le droit de faire appel. Elle a fait appel. Moi, je salue la décision des juges qui est tout à fait indépendant en France, qui décide de juger l'année prochaine en appel, et elle pourra se pourvoir. Je crois qu'elle s'est déjà pourvue en appel. Sylvain Maillard, juste une question avant de vous laisser. Vous êtes le co-auteur d'une proposition de loi qui vient d'être votée en commission des lois à l'Assemblée nationale, qui vise à changer le mode de scrutin électoral pour les municipales à Paris, Lyon et Marseille. Voilà, pour arriver dans l'hémicycle dès lundi, cette proposition de loi, parce que vous voulez redonner du pouvoir aux électeurs pour élire directement leur maire. C'est vrai qu'à Paris, ça ne fonctionne pas comme les autres communes de France. Paris, Lyon, Marseille. Oui. Paris, Lyon, Marseille, bien sûr. C'est très simple, ces trois villes, depuis, quelle que soit la couleur politique, sont coupées en deux depuis maintenant 40 ans, parce que Gaston Defferre, en 82, a inventé un système particulier qui lui permettait de gagner sans être majoritaire à Marseille. Et donc nous, on dit tout simplement, on veut, pour la gouvernance et la bonne gouvernance de ces villes, faire en sorte que un Parisien égale une voix, un Marseillais égale une voix, un Lyonnais égale une voix. Ça paraît évident. C'est plein de bon sens. Personne et aucune opposition ne s'y oppose en disant oui, c'est vrai qu'il faut changer le mode de scrutin. Après, il y a toujours des discussions, mais en commission, ça a été largement voté et on sera en hémicycle lundi soir. Je le dis, je pense que c'est très important qu'on mette plus de démocratie. Dans ces trois villes, on vote moins que partout ailleurs. Oui, parce que au fond, vous votez pour des gens, mais c'est quelqu'un d'autre qui arrive effectivement à la mairie. C'est très particulier. Et puis nos concitoyens lyonnais, parisiens, marseillais, c'est quand même 10% du corps électoral. Beaucoup d'entre eux, en fait, ne viennent pas voter en disant que ça n'a aucun intérêt. On a le même système que le système américain d'ailleurs. Exactement. Les électeurs. À part 3-4 arrondissements, en fait. Ouais. Par exemple, à Paris, moi je suis élu parisien, il y a 3-4 arrondissements qui peuvent basculer, sinon moi je peux déjà vous dire qui va être le maire d'arrondissement, qui va gagner dans tous les arrondissements. Et donc à un moment, il faut faire en sorte que le maire de Paris, de Lyon, de Marseille soit le maire de tous les Lyonnais, tous les Parisiens, tous les Marseillais, et c'est ce à quoi nous nous appliquons depuis mercredi en commission. Bon, très bien. Et maintenant en hémicycle. Voilà, et dans l'hémicycle à partir de lundi. Merci infiniment Sylvain Maillard, député de Paris Ensemble pour la République. Et à dimanche alors. Cité du cinéma. Mais non, désolé parce que moi je suis. Tous, hein, bien sûr. Vous y serez bien sûr. Oui, je commenterai moi. Je commenterai Sylvain Maillard. C'est un sommet pour la démocratie. Il y a beaucoup d'invités. Pour la démocratie, c'est fédérateur. Pas tous ensemble. Et positif.